Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de cours 30 jours, 30 lettres. Aujourd'hui on est le 11 Adar et dans un mois on va célébrer le 11 Nissan qui est l'anniversaire du Rabbi et cette année on marque un chiffre spécial, c'est le 120e anniversaire. Et donc pour se préparer à ce jour, pour se rattacher avec le message du Rabbi, eh bien on va étudier tous les jours une lettre et ça va nous permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir regarder à travers le regard du Rabbi. Les réponses que le Rabbi donne aux gens sont vraiment très très intéressantes et on va donc prendre chaque jour une lettre et on va l'analyser. Avant de commencer à lire cette lettre, j'aimerais partager avec vous un peu ce qui s'est passé et ce qui a amené à ce que le Rabbi publie ces lettres. C'était en 1986, Tafshin Mem Vav, pardon. Et le Rabbi a encouragé deux idées en même temps. La première idée, c'était de faire en sorte que les gens prennent un Rav, c'est-à-dire un mentor, un mashpia, quelqu'un qui va les aider à prendre des choix. Vous savez que quand il s'agit d'un choix personnel, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'est pas très objectif par rapport à nous-mêmes. Donc on va prendre des fois des choix qui sont mauvais. Et donc avoir ce que l'on appelle un mashpia ou un rav, c'est une personne qui va pouvoir nous aider à réfléchir comme un ami mais qui serait d'un niveau spirituel un peu plus élevé, qui va pouvoir nous aider à faire les bons choix. Et en même temps que cette initiative, le Rabbi a encouragé à ce que l'on imprime ces lettres. Vous savez que dans les années 80-90, le Rabbi recevait plus de 1000 lettres par jour. Énormément de gens posaient toutes sortes de questions et on va découvrir à travers ces lettres que l'on va étudier, ces 30 lettres, un aperçu de ce que c'est. Et on va surtout découvrir, on va pas découvrir des enseignements, on va pas découvrir quoi faire, mais on va découvrir comment réfléchir. C'est-à-dire que on va découvrir quelque part comment analyser les choses avec le regard du Rabbi. Donc, à travers ces années, depuis 1986, le Rabbi a beaucoup encouragé les gens, donc notamment le Rav Levin, qui était et qui est toujours le directeur de la librairie, de prendre ces lettres et de les imprimer et pour pouvoir faire profiter un maximum de monde et puis pour que les gens puissent comprendre un petit peu quelle est l'approche, la vie du Rabbi sur tout un tas de choses. J'aimerais rapporter quelque chose que j'ai entendu et d'ailleurs dans les cours qui vont suivre, je m'inspire et j'écoute beaucoup les cours du Rav Shai Stab, qui a un site internet qui s'appelle soulwords.org et qui donne ses cours en anglais aussi. Et donc, vous entendrez peut-être des choses. Vous savez, on dit que quand on dit qu'on répète un enseignement au nom de quelqu'un, eh bien, on apporte la délivrance au monde. On l'apprend d'ailleurs de la fête de Purim, qui arrive cette semaine, quand Esther va dire au roi qu'elle a entendu de son oncle Mordechai, elle ne dit pas que c'est son oncle, mais qu'elle a entendu de son oncle Mordechai qu'il y a eu une tentative de meurtre, eh bien, la Gemara nous dit c'est ce qui a fait en sorte que le peuple a été délivré, puisque Esther a dit cela au nom de Mordechai. Donc, autant le dire depuis le début, j'écoute beaucoup de cours du Rav Tab et je vais m'inspirer, je vais prendre certaines idées qu'il explique dans ses cours, puisqu'il va aussi faire ce cursus comme, encore une fois, énormément de gens dans le monde. Il a souligné le fait que dans une des introductions, vous savez que dans chaque volume de Igrot Kodesh, le Rabbi a demandé à ce qu'on explique un peu le contexte historique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans les années ou l'année où ces lettres ont été écrites. Vous savez que quand on connaît le contexte de quelque chose, eh bien, ça change tout à fait la perspective. On lit les choses avec d'une autre façon. Donc, dans l'une de ces introductions, il est cité le Tanya. Vous savez, l'introduction au Tanya, le livre central de la pensée chassidique du mouvement Lubavitch,
de Chabad, c'est écrit que c'est l'Admour HaZaken, donc Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad, qui explique que il n'était plus capable de recevoir tout ce monde et qu'il n'était plus capable de répondre aux questions des gens et qu'il a donc pris la décision de rédiger un livre dans lequel on pourrait retrouver toutes les réponses à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on étudie le Tanya aujourd'hui, eh bien, on a quelque part une rencontre privée avec l'Admour HaZaken. On a quelque part un moment privilégié avec l'Admour HaZaken, avec Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, et on va quelque part obtenir les réponses à nos questions. Eh bien, dans l'introduction de l'un des volumes de Igrot Kodesh, donc de ces lettres que le rabbi a écrit à travers les années, eh bien, c'est écrit un peu la même chose, que les lettres sont là pour répondre aux gens lorsqu'ils ont une question. Donc, souvent, les gens me posent la question et qu'est-ce que tu penses que le rabbi aurait dit sur tel et tel sujet? Eh bien, quelque part, on peut dire que si on veut le savoir vraiment, un des moyens, c'est tout simplement de regarder dans Igrot Kodesh, d'ouvrir le livre, d'essayer de s'inspirer, de regarder les réponses et de voir la compassion dont le rabbi va faire preuve, de voir combien le rabbi essaye de trouver une réponse qui est adaptée à chacun, puisque quand vous ouvrez les lettres, vous verrez et vous vous rendrez compte qu'on va souvent trouver deux réponses à une même question. C'est-à-dire que vous allez avoir la même question et puis vous allez trouver, par exemple, pour donner l'exemple classique, un homme qui demande au rabbi son conseil par rapport à ses problèmes de couple, et le rabbi va lui dire par exemple que c'est à l'homme de faire des efforts, et puis vous allez ouvrir une même lettre qui est adressée à une femme, et le rabbi va dire à cette femme que c'est la femme qui doit faire des efforts. C'est l'exemple le plus classique, mais sans plus attendre, on va commencer, on va découvrir un petit peu, encore une fois, sur cette façon que le rabbi a de répondre aux gens, et surtout l'idée c'est d'essayer de s'inspirer, d'essayer de comprendre comment est-ce que le rabbi approche les problèmes et comment est-ce que le rabbi va finalement donner aux gens la solution pour résoudre ces problèmes. Donc toutes les lettres qu'on va étudier dans le cadre de cette série se trouvent dans le volume 10 de Igrot Kodesh. D'accord, vous l'avez d'ailleurs aujourd'hui traduit. Il y a, je pense, la majorité des volumes qui ont été traduits en français par le Rav Meloul, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur internet, sur lubavitch.fr. Donc, on va aujourd'hui étudier la lettre 2968. Donc, si vous voulez suivre dans les mots en français, je ne vais pas la lire en français, je vais la lire en hébreu puis je vais la traduire. Mais si vous voulez la lire en français, vous pourrez facilement retrouver sur lubavitch.fr, ou il y a une application aussi qui regroupe toutes les lettres, et vous pourrez la suivre là-bas dans les mots. Donc, toujours la lettre commence par Baruch Hashem, à la grâce de Dieu. Vav Tishri, le 6 Tishri. Des années plus tard, on apprendra que le 6 Tishri, parce que là on est dans une lettre qui est écrite en 1955 et 1954, pardon. On est en 5715 et donc en 1954. Et on est le Vav Tishri, donc c'est le 6 du mois de Tishri, quelques jours après Rosh Hashanah. Tafshin Tet Vav, Brooklyn, donc comme on le sait, le rabbi ne partait jamais en vacances, et donc toutes les lettres, à part les lettres qui ont été écrites quand le rabbi était à Paris ou dans d'autres pays, il y a toujours écrit Brooklyn. Cette lettre n'est pas écrite à une personne en particulier, mais à une communauté. Alors, avant de rentrer dans le contenu, j'aimerais donner un petit peu l'idée de ce qui se cache et de ce qu'on pense être la question, puisque vous vous doutez bien que le rabbi adresse cette lettre, et quand on va voir le contenu, on va le comprendre, c'est une réponse à une certaine question. Alors, la lettre est écrite à la communauté Lubavitch de Kfar Chabad. Vous savez, il y a un petit village, une petite ville aujourd'hui, ça grandit de plus en plus, Dieu merci, à côté de Kfar Chabad.
et dans cette ville, vous avez que des Lubavitch. Et il semblerait que certaines personnes aient pris l'habitude, le Shabbat, vous savez, après la Tfila, dans les communautés Lubavitch, on fait ce qu'on appelle un Farbrengen, c'est une sorte de kiddush, dans lequel on va aussi dire des paroles de Torah, on va dire les Chaim, on va chanter, etc. Et puis, en général, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures après la prière le Shabbat matin. Et puis, il semblerait que certains aient débordé un petit peu et ne soient pas du tout rentrés à la maison. Et encore une fois, il semblerait, tout ce que je dis, c'est pas écrit, mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on a l'impression on a l'impression de voir c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, le rabbi écrit à la communauté. Parce qu'apparemment, certaines personnes auraient exagéré et que certaines personnes auraient passé toute la journée à la synagogue et ne seraient pas rentrées à la maison. Donc en réalité, cette lettre va nous donner une perspective de comment est-ce qu'un Farbrengen, d'accord, un Farbrengen, encore une fois, c'est une réunion chassidique, eh bien, doit se passer correctement. Comment elle doit se passer? Donc, Anash ve'at mimim dikfar Chabad, je le lis dans les mots, Asher Be'artzenu Akdosha, qui se trouve dans notre terre sainte, Tibane Vetikonen, qu'elle puisse être reconstruite à l'idée Mashiach Tzidkenu avec le Mashiach. C'est un terme qu'on utilise souvent quand on parle d'une ville en Israël. On souhaite que très bientôt Mashiach puisse venir et qu'on puisse la reconstruire comme il se doit. Hashem Alei Amichiou, donc que Dieu soit avec vous. Shalom Uvracha, salut et bénédiction. Shalom est aussi un nom de Dieu. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on utilise aussi un nom de Dieu. Donc, sans plus attendre, on commence le contenu de la lettre. Igiatan Yashmua. J'ai entendu une rumeur. Alors déjà, c'est assez intéressant parce que, vous savez, quand on entend des gens se plaindre d'un certain sujet, il y a toujours cette idée de considérer les deux côtés. Ça veut dire que quand on va entendre une seule version et qu'on va porter des accusations au deuxième côté, ça peut causer des problèmes. Donc, les premiers mots déjà, c'est Igiatani Hashmoa, j'ai entendu parler de cette rumeur. Afki Bilti Broura. Et le rabbi va encore plus loin dans, vous savez, cette prudence, ne pas vexer, ne pas blesser. Elle n'est pas tout à fait claire, Kedet Sorka comme il se doit. Asher Chelek Chashuv, une partie importante. Mais Anash, donc Anash c'est le terme qui est utilisé pour parler de la communauté des Chassidim. Anash ça veut dire Anshe Shlomenu, les gens qui font partie de la communauté, Ve'at Mimim, et donc les étudiants à la Yeshiva, Noagim Beshabbat, se comportent de manière générale pendant Shabbat Mevachim, vous savez c'est le Shabbat qui est avant le Rosh Chodesh. Une fois par mois, on a Rosh Chodesh, le nouveau mois. Un nouveau mois commence, et puis le Shabbat d'avant, c'est un Shabbat très spécial, surtout chez Chabad, puisque c'est un Shabbat dans lequel on va se lever plus tôt. On va lire le Teilim en entier, donc le livre des psaumes complètement, avant la Tfila. Et puis, après la Tfila, le jour de Shabbat, après la prière, on va s'asseoir, et c'est une bonne chose de faire ce qu'on appelle un Farbrengen. C'est une coutume chassidique de faire un Farbrengen, donc une réunion chassidique. Et donc, Noagim Beshabbat Mevarchim Lisod Shelo Bevetam. Certains ont l'habitude de manger donc dans ces Shabbatot en dehors de leur maison. Ou Kenire, Shakavana, Ilo, les Souda Shlishit et là les Souda Shnia. Il semblerait qu'il ne s'agit pas de la Souda Shlishit. Vous savez, il y a Shabbat, on a l'habitude de manger 3 Seudot. Vendredi soir, Shabbat midi, et puis entre Mincha et Arvit, on a l'habitude de faire une Seuda. C'est vrai que chez Chabad, on fait pas la coutume n'est pas de faire une vraie Seuda, mais plutôt de manger quelques fruits, mais ça reste un sujet pour une autre fois peut-être. En tout cas, le Rabbi dit, il semble que certaines personnes ne mangent pas à la maison la deuxième Seuda. Zot Omeret, c'est-à-dire Asher Beviatam la Tfila les Bet Knesset, c'est-à-dire que quand il rentre à la maison
après la tfila de la synagogue, c'est-à-dire que quand ils viennent à la synagogue pour prier, eh bien, iner chozrim hem levetam, ils rentrent à la maison, lifnot erev, le soir, o gam leachar tfilat arvit, ou bien même après la prière de Arvit, c'est-à-dire après que Shabbat soit fini. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est que on est en 1954. La majorité du village, peut-être même le village entier, sont des gens qui habitaient auparavant en Russie soviétique. Et donc, le comportement que les gens pouvaient avoir en Russie soviétique est tout à fait différent du comportement qu'ils devaient avoir une fois arrivés en Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde un peu l'histoire de la Russie soviétique, on sait une chose, c'est que les gens devaient se comporter d'une manière complètement contraire à ce que l'État attendait d'eux, à ce que l'environnement en général voulait. D'accord ? Et quelque part, ça donne une certaine habitude. Ça donne une certaine habitude d'aller contre le système. Ce que je veux dire, c'est que quand ils étaient en Russie, les gens ne se parlaient pas entre eux, les gens étaient très séparés parce qu'il y avait une très grande peur, le judaïsme était interdit, même quand les gens allaient à la synagogue, ils ne se parlaient pas entre eux parce qu'ils avaient peur que l'un dénonce l'autre. Enfin, c'était un climat de terreur très, 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 très difficile. Et donc, ce que le rabbi est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de dire, écoutez, il est vrai que quand vous étiez en Russie, il fallait se comporter d'une certaine manière. Ça veut dire, c'est vrai que quand vous étiez en Russie, il fallait se démarquer, il fallait avoir certains comportements qui étaient un peu extrémistes pour pouvoir conserver certaines habitudes, pour pouvoir conserver certaines coutumes, certaines méthodes, etc. Mais, et on va le voir dans les mots, je ne sais pas si on doit les continuer. Mais le rabbi va même plus loin que ça, que ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire la chose suivante. Veine, et voici. Eneni yodea, je ne sais pas. Imgam bashanim she'avru. Si même dans les années précédentes, Aïta da'at rachamim nocham anaga kmozu. Je ne sais pas si même dans les générations précédentes, dans les années précédentes, pardon, les sages étaient satisfaits d'un tel comportement. Ukmo, par exemple, chez Mechad Gissa, que d'un côté, l'achmu neged anachot haolam, d'un côté on se battait contre les anachot haolam, ça veut dire les pensées du monde. C'est une idée assez difficile à expliquer. Mais on va dire qu'un chassid n'est pas censé chercher le confort. Il est censé chercher son épanouissement dans la prière, dans l'étude, etc. Alors que le monde pense qu'on peut se détendre en regardant un film ou je ne sais pas moi, toutes sortes de moments de détente qu'on peut voir autour de nous. Eh bien, en tant que chassid, en tant que disciple, élève du rabbi, eh bien, on est censé rechercher quelque chose de plus spirituel. D'accord ? Et c'est ce que le mot anachot haolam veut dire quelque part. Anachot haolam, ça veut dire ce que le monde pense. Ça veut dire que ce qu'on va voir de manière générale. Vous savez, des fois, on va reprocher un certain comportement à un enfant ou quoi, et l'enfant va dire oui, mais tout le monde fait ça. D'accord ? C'est un peu cette idée. Et là, il y a un petit mot en yiddish, unbaale batishe anhoges. Ça veut dire les comportements balé batish. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va mettre un peu ça dans le même paquet que le mot d'avant. Are leidar. Are leidar gisa loratsu bahanaga bikatse hasheni betor anaga kvua. Alors, c'est vrai que il faut se démarquer un petit peu. En étant un chassid, ça veut dire qu'on choisit un mode de vie qui est différent, un mode de vie qui est plus versé dans l'étude, plus versé dans la prière, etc. Et donc automatiquement, on est un petit peu différent. Mais les mots que vient de dire le rabbi, c'est vrai qu'il faut s'écarter, mais il faut quand même rester à un certain milieu. Vous savez, la fameuse phrase, le fameux principe expliqué dans Pirkei Avot, le maxime de nos pères, que
il faut absolument rester toujours sur le milieu. Ça veut dire que quand vous voyez des extrêmes, rien à voir avec l'élection présidentielle en ce moment, on parle ici d'une idée de manière générale, les extrêmes c'est toujours mauvais. D'accord? Donc, d'un côté, il faut éviter d'être quelqu'un qui est vraiment qui va résumer son Shabbat à un repas et à... Non, le Shabbat c'est l'étude, c'est la prière, etc. Et ça doit prendre une place importante. Mais d'un autre côté, si on n'est que dans l'étude, on n'est que dans la prière et qu'on n'est que dans le Farbrengen, puisque c'est de ça dont on parle, eh bien, quelque part, on est dans une extrême. Et en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose, ce que le rabbi veut dire ici, ça ne doit pas être quelque chose qui est fait de manière fixe. Je m'explique. On peut avoir parfois un Shabbat où on va par exemple, vous savez, des gens parfois partent à New York et vont aller chez le rabbi et vont passer un Shabbat par exemple sur le Ohel du rabbi ou au 770, chacun va faire comme à l'endroit où il ressent, etc. Mais on va aller dans un endroit et on va se ressourcer, etc. Bon, on va se découper du monde un petit peu, mais ça reste exceptionnel. C'est pas quelque chose qui est censé être quotidien, qui est censé être tellement récurrent. Puisque on a besoin parfois, et c'est ce que le rabbi va dire ici, on va dire dans les mots afki lifamim, c'est vrai que parfois, mukhrach hadavar aruis fundi keilim. C'est sûr que certains, parfois, on est obligé de sortir de nos kelim, c'est-à-dire sortir de nos limites. Kibela vachi arealou la or leitamem, yoter veyoter. Puisque quand on n'a pas de moments où on laisse exprimer notre âme, on a des moments vraiment très forts d'attachement avec Dieu, des moments où on essaye de se concentrer un peu sur nos objectifs, de se concentrer un petit peu sur ce qu'on veut vraiment, notre attachement à la Torah, etc. Si on n'a pas ces moments-là, si on n'a pas de moments où on se réveille vraiment, eh bien finalement, il est possible qu'avec le temps, ça se diminue et que ça finisse par disparaître. Ou mizman lezman, sarir lachioto. De temps en temps, il faut le faire vivre. Vous savez, on dit que, puisqu'on parle d'un Farbrengen en réalité, cette lettre, si on pouvait résumer en un mot, c'est un Farbrengen. D'accord? Et le but d'un Farbrengen, c'est quoi? Farbrengen, c'est un moment où on va essayer de vivre ce qu'on étudie. Puisqu'on peut étudier plein de choses. On va lire plein de livres, on va écouter des cours, etc. Le Farbrengen va faire en sorte que l'on vive ce qu'on étudie. Il y a un fameux exemple qu'on donne souvent, c'est le Farbrengen, c'est le ciment. Vous savez, on prend des pierres, on pose une pierre sur l'autre, et le ciment va faire en sorte que eh bien, le mur tienne. Donc l'étude, c'est les briques, et puis le Farbrengen, c'est le ciment. C'est ce qui va faire en sorte que le mur tienne et soit fort. Donc, avala anaga di bechol meodecha. Vous savez, il y a une... Je vais traduire d'abord. Avala anaga, mais le comportement de bechol meodecha, on le lit dans la tfila, dans le schéma, ce qui veut dire qu'il faut se servir Hachem de tout ton possible. L'explication chassidique, c'est de dire qu'il faut se servir Hachem jusqu'à ce qu'on appelle Messirut Nefesh, jusqu'à donner son âme. Eh bien, cette attitude, alors, Messirut Nefesh, c'est un très grand mot. Mais là, on parle je pense, de ce que je comprends, le rabbi parle de Messirut Nefesh, d'une certaine abnégation concrète. Il faut que ce soit que de temps en temps. C'est-à-dire un moment où on va laisser tout derrière nous, et puisque là, on parle aussi de la famille, puisque, encore une fois, ce qu'on a expliqué au début, c'était que il s'agit sûrement de femmes qui s'étaient plaintes que leur mari ne rentrait pas à la maison. Donc, le fait de laisser tout derrière, c'est pas un comportement qui est bon de façon récurrente. Et donc, c'est vrai qu'il faut l'avoir de temps en temps, mais à vouloir le faire trop souvent, on finit par perdre l'idée. Ve'enze inyan de anagat midit, et ce n'est pas une idée d'un comportement continu, comme voir Bekam et Komod Bedar, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans les textes de Chassidut, les livres de Chassidut. Ve'u adin benoga lifrat anal, c'est aussi le cas pour ce détail-là. Et là, le rabbi va dire Asher im ledati yishbeu, si vous m'écoutez. Vous voyez, c'est une manière
très très fine, alors que le rabbi parle à ses disciples. C'est une manière de ne pas être trop dur quelque part. Si vous m'écoutez, Yesadru itva adut beshabbat mevarchin, vous organiserez un Farbrengen de façon à ce que Beofen Kazé chez Yavo Or Mitva Doudou, de façon à ce que la lumière puisse venir de ce Farbrengen, Gam Beveta, même à la maison. Quel est le but du Farbrengen finalement? Quel est le but de ce moment où on va se sentir inspiré, de ce moment où on va se sentir attaché avec Hachem, ce moment où on va se sentir proche des enseignements du Rabbi, etc. Quel est le sens de ce moment? Et là, le Rabbi est en train de nous dire clairement, le but, c'est pas d'être à la synagogue et de passer un moment qui est fort, etc. Le vrai but, c'est de le ramener à la maison. Et chez Kol Echad Vechad Bamitzvah Adim, de chacun des personnes qui est assis, participe à ce Farbrengen, Ve'atrala A'ava'a Tiye Davka B'Yom HaShabbat Atzmo. Et le début de cela va se passer le jour du Shabbat, c'est-à-dire quand on rentre à la maison, il faut être capable de répéter. Ou bevadaï afilou beshabbat dimach. Bref, et il est certain que il faut le faire aussi, même dans les Shabbats d'hiver. Vous savez, ces Shabbats qui sont très très courts, où on rentre à la maison, on a à peine le temps de finir le repas, de discuter un petit peu, et puis il faut tout de suite repartir à la synagogue. Ou bevadaï afilou beshabbat dimach. Bref, yesh lechalek itva adut o lesadra bofen kazé. Il faut partager ce Farbrengen, ce moment. Et l'organiser d'une manière chez Yuchlu, Lisod, Seudat, Shabbat de Vatem. Je pense que là, le Rabbi s'adresse aux organisateurs, aux responsables communautaires, d'organiser, de faire en sorte que les Farbrengen à la synagogue soient mis en place de façon à ce que les gens puissent rentrer à la maison. Ou les saper, Gam Babait, et de raconter aussi à la maison, Aldevar, Inyan, Shabbat Mevachim, et de raconter à sa femme, à ses enfants, toutes ces idées. Aldevar Inyan Shabbat Mevachim Ichlal, Valdevar Shabbat Mevachim Yuchadze Bifrat. Donc de parler à la famille de l'idée de Shabbat Mevachim de manière générale et de leur parler de l'idée de Shabbat Mevachim, qui est, encore une fois, on l'a expliqué auparavant, le Shabbat qui bénit le mois de manière particulière, c'est-à-dire en ce qui concerne le mois actuel, son message, ses idées, les fêtes qui se trouvent dans ce mois, etc. etc. Mais Tikvati. Et là, c'est très intéressant parce que, vous vous souvenez, on a dit que c'était sûrement des femmes qui s'étaient plaintes que leur mari ne rentrait pas à la maison. Alors, quelque chose de très intéressant, j'ai encore une fois entendu ça du Rav Taub, c'est que le Rabbi ne retire jamais. Le Rabbi ne fait qu'ajouter. Il y a cette fameuse histoire, vous avez peut-être entendu parler du Rav Stenzaltz, sûrement entendu parler. Il nous a quittés il y a quelques années. Il était parti voir le Rabbi parce qu'il avait trop de travail. Et il a dit au Rabbi que pour sa santé, il était obligé de se ménager, etc. Et il avait un doute s'il fallait abandonner un projet ou un autre. Le Rabbi lui a rajouté un troisième projet. Et finalement, il a retrouvé la santé. Et c'est cette idée générale. L'approche du Rabbi, c'est de toujours rajouter. Alors, ici, on a des femmes qui se plaignent que leur mari, encore une fois, le fait que je dise que ce soit des femmes, il semble que c'est le cas, mais on ne peut pas en être à 100% sûr, puisqu'encore une fois, on n'a pas les questions. Les questions restent personnelles. Les questions adressées au Rabbi étaient toujours gardées et elles ne sont pas révélées jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Rabbi s'adresse maintenant aux femmes. Et il leur dit, j'espère que l'on organise, il s'adresse aux responsables communautaires qui doivent organiser des choses pour les femmes. J'espère que cela réveille aussi les femmes, Ve'abanot, les Sader, Mitzidan, Itva Adut, de Shabbat Mevachim. Que l'on organise aussi pour les femmes des réunions chassidiques, donc les fameux Farbrengen, pendant ces Shabbat Mevachim, au Bemotzei Shabbat, ou bien après le Shabbat. Après tout, elles ont aussi le droit de se retrouver, elles ont aussi le besoin, c'est même pas un droit, c'est un besoin quelque part, puisque on a tous besoin de moments pour se retrouver, pour s'inspirer, etc. Comprendre l'importance du mois dans lequel on va rentrer. Et le Rabbi finit, Nosaf al birkati lekol echad ve'echad, ceci n'est, je rajoute donc à cette lettre ma bénédiction à chacun individuellement, birkat, la bénédiction de Ktiva Vachatima Tova, de
d'écriture, le fait d'être écrit et scellé dans le livre de la vie. Vous savez, c'est ce qu'on souhaite à la période avant Rosh Hashanah, puisque cette lettre est écrite juste après Rosh Hashanah, avant Yom Kippour. Inini basé la Bia Gamken, Birkat Khatima, Ugmar Khatima Tova, Leshana Tova Umetuka, Betov Anire Vanigle. Donc, ce sont des souhaits de bénédiction pour la nouvelle année. On a fini pour aujourd'hui, pour cette première lettre. Vous pourrez retrouver tous les jours cette vidéo sur la chaîne YouTube Inspiration Juive, sur le site internet inspirationjuive.com et maintenant, désormais, sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Google, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire en commentaire ou à m'écrire par message. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.